droits de l'homme which they could and should utilize. qu'ils devraient et qu'ils pourraient utiliser. In our view, this was a key factor D'après nous, c'est un facteur clé as to why the UN in this way. de pourquoi ça a eu lieu de cette manière. Hello, good morning, good afternoon. Bonjour, I'm Paula Donovan, je suis Paula Donovan, la co-directrice de Aid Free World. Je crois que Madame Souka a fini sa déclaration. I'll now say a few words. Je vais donc dire quelques mots. My organization Mon is organisation Code Blue, est Aid Free World et on a commencé la campagne Code Blue pour adresser les exploitations et les abus sexuels commis par le personnel des casques bleus, qui est un personnel qui travaille pour les Nations Unies. Donc j'aimerais parler des solutions à ce problème dont Souka a déjà parlé, Madame Souka. L'ONU est dans une position terrible. L'ONU doit protéger les civils. Leurs gouvernements ont fait appel à l'ONU pour aider quand il y a des conflits et quand ils ne sont soit pas terminés ou soit que ce n'est pas encore garanti que ce conflit soit complètement terminé et que la population est en toute sécurité. C'est pour ça que le Conseil de la sécurité autorise des missions de maintien de la paix. Ce qu'on s'est rendu compte ces 20 dernières années, c'est que quand les casques bleus arrivent sur le terrain dans une zone de conflit ou un pays où il y a eu un conflit, il y a une nouvelle crise au sein de la population alors que la population est déjà à risque. Cette crise, c'est que leur propre personnel, et c'est important de savoir que ce personnel inclut les soldats qui viennent des pays contributeurs de troupes, ainsi que le personnel qui ne porte pas d'uniforme, qui a été envoyé par l'ONU dans ces pays pour participer à la mission de maintien de paix. Ce personnel a commis donc des abus et des exploitations sexuelles, selon l'ONU. Le devoir, c'est de protéger la population, mais ils essaient aussi de savoir qui sont les responsables de ces actes d'abus sexuels. Et si les gens ne se dénoncent pas ou les gens ne témoignent pas à l'ONU et aux ONG qu'ils ont été abusés sexuellement, que ce soit crédible ou pas, l'ONU doit mener une enquête pour les victimes des abus sexuels. Il les interroge et leur pose des questions pour essayer de trouver une solution au problème et essayer de trouver qui sont les responsables et les traîner en justice. Ce n'est pas un rôle que l'ONU devrait jouer. L'ONU devrait maintenir son focus sur la protection de la population vulnérable et s'assurer que les victimes d'abus sexuels, comme Madame Souka a dit, qui que ce soit, quel genre de casque bleu c'est, qu'ils aient le casque bleu ou pas, que ce soit des soldats avec ou pas, le renforcement de la loi et le personnel devraient mener des enquêtes, et ces enquêtes et ces interrogatoires avec les victimes devraient être réalisés par des personnes qui sont professionnelles, qui ont l'expérience, l'expertise pour gérer ces personnes qui sont vulnérables, les adultes, les femmes et les enfants qui ont été abusés sexuellement. L'ONU utilise des membres de sa famille de l'ONU pour essayer de déterminer si oui ou non les
abus et que si les victimes disent la vérité ou s'ils ont des informations concernant les détails des crimes qui ont été commis, ou si oui ou non ils travaillent pour l'ONU ou d'autres casques bleus en leur permettant d'être sur le terrain. Et c'est là que les problèmes commencent. Ce qu'on dit à Code Bleu, c'est que les Nations Unies devraient pas avoir un rôle dans l'enforcement de la loi, l'application de la loi et dans la détermination de qui devrait être responsable et être reconnu responsable pour ces crimes. L'ONU et la famille de l'ONU doivent se retirer de ce processus et simplement comprendre qu'ils ont un devoir de soins et de protection pour soutenir les victimes sur place. Et ils doivent faire en sorte que les responsables de l'application de la loi et les procureurs et les juges puissent poursuivre ces crimes. L'ONU n'a pas fait cela. L'ONU a essayé de tout régler. Ils sont en train, d'un côté, de défendre les innocents et ils essaient de voir donc ceux qui ont été accusés d'abus sexuels et essayer de comprendre ces crimes. Et d'autre part, ils disent que ils essaient aussi de donner l'aide médicale et psychologique aux victimes pour qu'ils puissent continuer à apporter des soins dans cette mission de maintien de la paix. C'est un conflit d'intérêts. L'ONU doit se retirer du côté pénal et se concentrer sur les soins des victimes, dans le soutien et la protection des victimes, et laisser les responsables de l'application de la loi de s'en charger. Actuellement, les membres des gouvernements des pays contributeurs de troupes, des soldats qui ont été accusés, donc leur devoir c'est donc d'enquêter et de les poursuivre en justice, et si c'est du personnel qui ne porte pas d'uniforme, c'est assez difficile d'évaluer comment l'ONU doit se comporter. Mais ce qui doit se passer, c'est que vu que ce sont des crimes, on devrait tout de suite les amener au pays où l'opération a été mise en place. Donc l'ONU a échoué dans des centaines de cas ces dernières années. Ils ont échoué à faire leur devoir. Ils devraient être statutaire et un exemple qui est créé donc par les membres de l'ONU. Ils devraient donc, les autres pays devraient donc avoir des juges neutres qui sont dans les pays contributeurs de troupes qui devraient prendre la relève quand ils ont une signalisation d'abus sexuels. Donc c'est comme ça que nous devons résoudre le problème. Il faut retirer l'ONU de cela et essayer d'enquêter soi-même. Pour cela, la campagne Code Bleu insiste qu'avec les gouvernements, ce sont les rôles donc des membres, des États membres, et ils doivent avoir des tribunaux, des petits tribunaux pas trop chers dans chaque pays, et ils seraient neutres, et des professionnels internationaux pourront gérer donc les crimes et aussi surveiller et s'assurer qu'ils ont l'expertise de gérer ces crimes et surveiller chaque étape et chaque démarche de la part de l'ONU. Pour qu'on n'ait pas la même situation, pour que dans 6 mois, quand il y aura un autre panel de personnes telles que Madame Souka et ses collègues, sur le panel d'examen de l'Afrique, la République centrafricaine, pour qu'il n'y ait pas cet échec que le panel de Madame Souka doit faire face. Parce que ça continue, même s'il y a des petites améliorations de la part de l'ONU ici et là, il y a toujours des gens qui n'ont pas d'expérience, qui font partie de l'ONU, et qui sont en train d'essayer de bloquer le processus diligent, et ils essaient de prendre le rôle d'enquêteurs criminels. Donc voilà la problématique pour nous. Et il y a beaucoup d'éléments que l'ONU continue à prendre en charge
et les parties des systèmes qui ne fonctionnent pas aussi, mais de manière périphérique. La racine du problème, c'est que l'ONU n'appartient pas où que ce soit dans ce scénario. Et ça devrait être envoyé à un tribunal neutre qui pourrait être surveillé par quelqu'un qui pourrait contrôler donc de la part des États membres et qui pourrait prendre ce rôle dans chaque pays de maintien de la paix. Donc je pense qu'on est prêt à écouter les questions de la part des journalistes. La première question que je vois sur mon écran, c'est comment est-ce que vous proposez la mise en œuvre d'un changement et quelle application de la loi appropriée par l'ONU pourrait enquêter sur les crimes de ESA. Il n'y a pas de gouvernement dans le cas de la RCA, donc quel application de la loi devrait prendre cette responsabilité? Et ma réponse à ça, c'est que la communauté internationale n'a pas déterminé que la République centrafricaine est un État qui a échoué. Ce qu'on a déterminé, c'est que la République centrafricaine a besoin de la communauté internationale du côté militaire pour gérer le conflit. Si les États membres décident, quand ils analysent, donc ils regardent un pays, dans ce cas, s'ils déterminent que les pays qui ont besoin d'aide militaire ont aussi n'a pas de professionnels responsables de l'application de la loi, les États membres et le Conseil de sécurité doivent aussi déterminer qu'avec les renforcements militaires et avec l'assistance internationale militaire, ils devraient mettre en place donc des professionnels qui pourraient être responsables de l'application de la loi, qui ne sont pas associés à l'ONU. Eux devraient mener l'enquête de ces crimes pour lesquels ils ont été accusés. Et aussi, donc les procès devraient avoir lieu dans les juridictions appropriées. C'est bon. Je suis désolée, je n'ai pas allumé mon micro. Les gouvernements nationaux, s'ils doivent mener un procès pour les suspects, qu'est-ce qu'ils doivent faire au Congo lorsqu'il y avait un manque de volonté pour mener des procès pour les soldats congolais? Est-ce que vous pensez que les États membres en seraient capables, si on ne peut pas compter sur les États membres de faire ce qu'ils font normalement de manière collective comme partie des Nations Unies? Ce qu'on dit, c'est que les Nations Unies ne sont pas pertinentes. Ils ne peuvent pas continuer à être l'institution multilatérale où la population humaine peut donc appliquer la justice. Donc les États membres doivent être neutres et trouver une solution ensemble au problème et mettre en place ces solutions en travaillant avec le secrétaire général de l'ONU et son personnel dans le monde entier pour mettre en œuvre ces solutions. Les États membres doivent aider donc le secrétaire général dans la mise en œuvre des solutions, mais jusqu'ici, cette solution devait être trouvée par le personnel du secrétaire général et n'ont pas réussi
à remplir ce rôle. Il devrait y avoir donc des tribunaux neutres. Ça a été fait plusieurs fois. Les tribunaux, le tribunal pénal international, ça a eu lieu en Yougoslavie par exemple. Les lois qui ont mis en place les traités, les conventions, le comité sur les droits de l'enfant par exemple, où il y a donc des membres du comité qui sont désignés par les États membres, qui sont neutres et qui déterminent si les personnes qui ont ratifié cette convention sont dans leur obligation, et parce que nous gérons un système multilatéral qui est créé par des États membres, c'est là que nous devons avoir confiance en tant que communauté internationale que les États membres sont capables de réaliser ce travail. Je n'entends pas Souka. On va s'assurer que le système de valeurs des Nations Unies, pour que les États membres puissent contribuer des troupes sur place. Donc, ça devrait être une initiative conjointe avec les États membres et le secrétariat général de l'ONU. Il y a eu un débat concernant la résolution des États-Unis. On a besoin que les pays contributeurs résistent à l'idée qu'ils doivent être responsables et qu'ils doivent demander plus de responsabilisation de la part de leurs troupes. Je crois que le besoin que les troupes participent dans les missions de maintien de la paix, et bien sûr, on a besoin d'avoir des troupes responsables. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser jusqu'ici, et ça dépend du fait que l'ONU doit faire certaines choses. C'est une question d'enquête, de formation, et de s'assurer en fait qu'ils puissent minimiser le risque d'avoir des prédateurs, surtout des prédateurs sexuels dans les forces de maintien de la paix. Et ça dépend aussi de la question de s'ils ont les bonnes informations, s'assurer que les informations sont gardées dans une base de données, et il doit y avoir un processus d'enquête pour s'assurer qu'il n'y a pas des gens comme ça dans les missions de maintien de la paix. C'est un problème grave, et ce qu'on a vu jusqu'ici, on n'a pas vu de mesures qui commencent à examiner cette question. Donc je crois que le fait que le secrétaire général a été désigné pourrait être une réponse, mais c'est difficile pour eux de continuer les enquêtes. Et même l'IOS s'est rendu compte qu'il n'avait pas l'expertise. Dans les problématiques d'abus sexuels, les premiers jours sont critiques. Si vous n'avez pas les preuves, les possibilités de poursuite judiciaire sont très peu probables. Comme vous le savez, d'après notre rapport, nous avons découvert que l'UNICEF, qui est l'agence qui doit apporter le soutien aux victimes, fournit ce soutien à toutes les autres agences dans l'ONU, et c'est ce qu'il faisait. Je crois que l'UNICEF n'a pas les outils pour ce genre de soutien. Il ne peut pas gérer chaque victime individuellement. Pour moi, il y a une grande problématique au sein de l'ONU, c'est que les victimes n'ont pas de soutien, n'ont pas d'accès à l'aide psychologique pour l'aide par rapport à leur traumatisme, et n'ont pas accès à un système de justice non plus. Donc, toutes les victimes qui sont parties du système, qui a représenté les victimes dans ce cas-là? Personne. Qui s'est assuré que leurs droits étaient respectés? Et il y a eu très peu d'informations qui a été rapportées vers moi, ou l'Agence des droits de l'homme en République centrafricaine, qui ont travaillé avec les victimes. Donc c'est vraiment une problématique au sein de l'ONU. Même si le secrétaire général a parlé
du fonds fiduciaire de l'ONU, ce n'est pas une question de compensation, c'est plus une question d'éducation et de formation pour les personnes qui font partie du maintien de la paix et qui travaillent dans ce domaine. Donc il y a vraiment une question autour de qui est là pour s'assurer, en l'absence de la possibilité de réclamer des compensations. On a parlé de ça depuis de nombreuses décennies et on ne se rapproche pas de la solution. Est-ce que les Français enquêtent ces abus et est-ce que on reçoit les bonnes informations de la part des autorités françaises? Je pense qu'il est juste de dire que le processus entier de la gestion avec la France, les informations étaient très limitées et il y avait un élément très secret et très confidentiel. Même à la fin, la chose sur laquelle on s'est appuyé, c'était une déclaration publique faite par le procureur français. Je crois que c'est encore une problématique au sein du système. Les États membres doivent informer pas seulement l'ONU, mais aussi les victimes qui ont été affectées par la violence sexuelle. Il faut leur informer et leur dire où on en est dans le processus. Une question principale qui est apparue dans notre discussion, c'est qui représente les droits des victimes. Et ça, je crois que c'est une grande problématique et c'est grave. Il y a une agence qui nous a parlé d'une jeune fille qui, on lui a dit qu'elle devait identifier à travers un groupe de militaires qui le responsable était. Vous pouvez vous imaginer le traumatisme que ça peut causer sur le long terme pour la victime. Et bien entendu, il y a question de stigmatisation pour beaucoup des victimes. Dans leur communauté, il y a cette problématique quand ils sont abusés sexuellement. Il y a une autre grande problématique dans la façon dont on gère cela dans de nombreux pays et bien sûr dans la République centrafricaine où il y a beaucoup de discussions sur la création d'un tribunal spécial. Je pense qu'il devrait vraiment y avoir un effort pour s'assurer que le système judiciaire soit vraiment construit et amélioré pour que le pays qui les accueille ait les mesures en place pour s'assurer qu'il y ait justice pour les victimes et qu'ils puissent avoir accès et avoir des compensations dans ce genre de cas. Votre question parle de... Oui, bien sûr, j'avais parlé des casques bleus français plusieurs fois. Souvenez-vous que le panel aussi avait parlé du fait que... Est-ce que les casques bleus étaient français? Oui, je vous dis de la part des enquêtes qu'on a, toutes les informations qu'on a, on a assez d'informations pour identifier ces casques bleus français. Et s'il y avait la volonté politique de le faire, je pense que ça aurait pu être fait. Je sais que certains d'entre eux sont apparus ont comparu au tribunal de magistrature français. Mais la question ici, c'est pas si difficile de les identifier. Dans la plupart des cas, les enfants étaient capables de les identifier et aussi pouvaient parler de leur surnom aussi. Donc je pense que c'est pas si difficile de les identifier. Donc je pense que c'est une question de volonté politique et la volonté de vouloir s'assurer qu'on doit les responsabiliser. Est-ce que l'enquête nous a permis d'établir sans aucun doute que l'allégation d'abus sexuels en utilisant des animaux... Écoutez, ça c'est pas... Ça c'était après qu'on ait fait notre travail. Donc je pense que Madame Donovan pourra peut-être répondre mieux à cette question parce que ça c'est une allégation plus récente. C'est l'allégation de la bestialité qui avait été faite. C'est pas quelque chose qui était apporté à notre attention au sein du panel. Oui, récemment,
Pendant plusieurs semaines, les ONG ont informé les Nations Unies qu'il y a des zones en République centrafricaine où il y a des abus, et ces abus ont été commis entre 2013 et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. 98 filles ont été interrogées par l'UNICEF et ils ont dit aux officiers de l'UNICEF qu'ils avaient été abusés sexuellement par les forces internationales. La réponse de l'ONU, malheureusement, ça a été coordonné par Jane Oluth, mais bien sûr, elle faisait partie de la famille de l'ONU, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Les 98 filles, et peut-être une douzaine de plus, dans ces zones vont être interrogés de nouveau par des membres de la famille de l'ONU. Et la semaine dernière, la mission de maintien de la paix de MINUSCA dans la République centrafricaine, il y avait un message sur Twitter qui montrait ces équipes qui faisaient partie donc du personnel de MINUSCA et le personnel de la famille de l'ONU qui avaient une formation très rapide. Ce ne sont pas des experts, ils ne savent pas comment gérer les victimes les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels. Leur objectif principal n'est pas de s'assurer, comme Madame Souka a dit, qu'il y a des réparations, qu'il y ait des compensations pour les victimes. Leur objectif, c'est de trouver par eux-mêmes si eux ou non pensent que ces cas sont vrais ou pas, sont légitimes ou pas. Donc, ils avaient été accusés de bestialité avec un chien et 4 filles, l'une d'entre elles qui est décédée. Les 98 filles dans cette zone en centrafricaine qui ont été abusées sexuellement par des soldats qui venaient de différents pays. Beaucoup d'entre eux étaient français, de Burundi, du Gabon et aussi d'autres pays qui travaillent pour l'ONU. Ces victimes, maintenant, vont être interrogées de nouveau par des gens qui n'ont pas d'autorité pour gérer ces crimes et qui ne sont pas non plus les personnes qui sont censées enquêter ni avec pour les victimes ou les témoins pour s'assurer que ces accusations soient valides ou pas, ou si ils sont capables d'être traînés en justice. Ce travail ne devrait pas être fait par l'ONU ni par la mission de maintien de la paix, et encore moins par des gens qui n'ont pas d'expertise dans la gestion de personnes qui sont traumatisées par ces événements, et aussi qui sont venus pour signaler qu'un autre événement traumatique leur est arrivé, maintenant qu'ils doivent encore être interrogés, où les membres de l'État, les États membres de l'ONU qui font partie de la mission de maintien de la paix doivent les interroger de nouveau pour savoir si oui ou non ils disent la vérité. Et même s'ils travaillent main dans la main avec les pays contributeurs de troupes, l'ONU devrait être retirée de ce processus. Et on devrait résoudre ces problèmes avec des responsables d'application de la loi neutres qui puissent avoir une idée de ce qui s'est passé, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas formés et qu'il y avait simplement un certificat qui avait été formé pendant 2 semaines pour quelque chose qui est quand même assez complexe. Et la plupart d'entre eux étaient des hommes. Donc les filles qui ont dit qu'ils ont été violées ou abusées sexuellement par des soldats sont questionnées, sont interrogées de nouveau par des soldats et d'autres membres de l'ONU. C'est juste pas des personnels de l'ONU et c'est vraiment un processus difficile, éprouvant pour les victimes. Et ça pourrait probablement les traumatiser de nouveau et ne pas leur donner accès à la justice et ne pas leur donner le soutien approprié pour les horreurs qu'ils ont dû vivre. Cette question, c'est est-ce que l'UNICEF, d'après vous,
devrait être en contact avec les victimes dans des pays comme la République centrafricaine. Je pense que l'UNICEF devrait fournir du soutien aux victimes, mais je ne pense pas que l'UNICEF a un rôle à jouer dans l'interrogation des victimes. En ce qui concerne la justice, ils n'ont pas de rôle à jouer dans la réponse, la réaction pénale de ces crimes. Ils devraient simplement, comme Madame Souka a dit, au niveau problématique, ils devraient s'assurer qu'ils vont dans les zones où il y a des douzaines de victimes, où il y a le bon personnel et les professionnels appropriés, je veux dire, qui peuvent répondre aux victimes d'abus sexuels, que ce soit des enfants ou des femmes. La prochaine question, c'est, on n'a que entendu parler du personnel militaire français. Vous dites que l'ONU ne devrait pas être en charge de ces enquêtes. En ce qui concerne l'âge des mineurs, la police française a conclu qu'il n'y avait pas de preuves pour donc condamner les militaires français. Quelle est votre réaction et à votre avis, est-ce qu'il devrait y avoir une autre enquête avec plus de résultats? Oui, il devrait y avoir une enquête parce que les personnes qui étaient responsables des enquêtes n'étaient pas neutres. La communauté internationale doit mener des enquêtes avec la première priorité qui est de ne pas traumatiser les victimes une fois de plus et ne pas assumer que les victimes ne disent pas la vérité. On doit avoir une division au niveau des responsabilités ici pour que les groupes neutres, des enquêteurs neutres puissent gérer ces cas avec l'aide, une fois de plus, des personnes neutres au niveau international qui ne travaillent pas pour l'ONU, mais qui pourraient donc faire partie des différents États membres et qui pourraient aider dans le soutien . L'ONU, en général, a la notification de la plainte dans le pays de contributeurs de troupes. Ils ont une période de 10 jours où ils peuvent indiquer si oui ou non ils vont désigner une enquête nationale. Bien sûr, dans le cas de la France, ils ont envoyé leurs propres enquêteurs et ils ont procédé en passant par donc la République centrafricaine. Ils ont interrogé les gens qui ont été nommés dans le rapport, mais ils ont aussi interrogé les enfants. Cette pratique dans ce genre de problématique suggère que les interrogatoires devraient être limités, les victimes ne devraient pas être traumatisées de nouveau, et bien sûr, l'enquête délicate, cette période restreinte, devrait être dans les premiers 5 ou 6 jours, et c'est là que les analyses médico-légales devraient avoir lieu et que les informations doivent être rassemblées d'une manière qui pourrait être liée au fait de rassembler donc les informations, mais aussi les préserver dans la perspective aussi de la prosécution pénale. Si vous voyez ce qui se passe ici, on donne donc à ceux qui ont plus un conflit d'intérêts. Est-ce qu'on va les enquêter? Et c'est pour ça que dans notre rapport, on suggère que c'est un domaine que l'ONU, la structure indépendante de l'ONU devrait contrôler. Et dans les résolutions récentes de cette année, même les États membres étaient d'accord que c'est quelque chose que l'ONU a besoin d'être responsable, d'assumer la responsabilité. Donc il y a différents types d'accords entre les pays contributeurs de troupes, les troupes qui sont sous mandat donc du Conseil de sécurité et l'ONU. C'est peu probable que ça va changer.
Et si ça sera un succès, on va devoir gérer les problèmes systémiques et de structure. C'est très important pour elle d'essayer d'avoir une équipe d'experts indépendants. On a suggéré que dans un pays comme ça, comme la République centrafricaine, on pense qu'il y a un besoin de lancer ce genre d'enquête. Et que ça ne devrait pas être limité, que ça devrait examiner ce qui se passe dans d'autres missions de maintien de la paix. Si vous regardez le rapport le plus récent du secrétaire général, les chiffres sont flagrants. Quand vous commencez à interroger et vous posez des questions concernant les chiffres, vous commencez à avoir une idée de la situation et d'à quel point elle est désespérée et que les questions sont vraiment systémiques. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle approche. Si on ne gère pas ça de manière urgente, on ne va jamais pouvoir trouver une solution au problème et on ne va pas pouvoir adresser cette problématique. Le plus gros problème, c'est l'impunité. Et il y a eu tellement peu de poursuites judiciaires que ces troupes savent qu'il est probable qu'ils ne soient pas poursuivis en justice. Ils se disent, oh, qu'est-ce qui peut leur arriver de pire? Ils seront renvoyés dans leur pays. Et le pays, peut-être que le pays sera nommé et qu'il aura honte. Mais sinon, au niveau individuel, il n'y a pas de responsabilité. Les pays eux-mêmes n'auront pas le droit d'avoir des casques bleus. C'est la question c'est la question que nous devons nous poser et nous devrons en discuter. À mon avis, en ce moment, il est très important que l'ONU aille de l'avant pour faire son travail. Dans l'absence de panel indépendant dont Paula a parlé, je crois que c'est important que l'ONU ait une équipe d'experts, pas MINUSCA, mais vraiment un groupe expert qui sait comment interroger les gens et qui sait comment faire le travail d'analyse médicale légale. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. Avant d'en arriver là, vu qu'on a plus d'engagement de la part des États membres pour essayer de créer un panel indépendant, je pense que c'est que comme ça qu'on peut trouver une solution. Je pense que dans l'ONU, il y a des experts. Bien sûr, au Commissariat des droits de l'homme, il y a des experts dans de nombreux domaines. Et je pense qu'ils pourraient fournir donc des experts qui puissent faire partie d'une équipe, mais la question principale, c'est comment est-ce qu'on adresse un problème systémique, parce que ça, c'est pas le cas de 1 ou 2 cas, il y a 100 cas, et si on ajoute aussi, on peut en ajouter aussi, et les chiffres deviennent vraiment choquants. C'est peut-être que la façon la plus facile de découvrir les lacunes dans le système, c'est donc de voir le personnel civil, le personnel qui n'est pas militaire, qui travaille à travers l'ONU directement, qui sont accusés d'abus et d'exploitation sexuelle et l'ont été ces dernières années. Même si la majorité des casques bleus sont des soldats et sont envoyés par des pays contributeurs de troupes, la moitié des rapports au moins qui sont arrivés cette année dernière viennent de la part de gens qui travaillent directement pour l'ONU et qui travaillent pour Ban Ki-moon. Ces 2 dernières semaines, il y a eu un autre cas, et ça c'est la question de impunité dont Madame Souka a parlé. 2 civils qui font partie de la mission de maintien de la paix en République centrafricaine ont pensé, malgré tout l'attention de la part des médias et l'attention du monde, ils pensaient qu'ils pouvaient toujours abuser sexuellement une mineure. Que se passe-t-il quand quelqu'un qui fait partie de la partie civile de Casque Bleu, de la mission de maintien de la paix, quand eux sont accusés, ce qui se passe, c'est que la famille de l'ONU, une fois de plus, envoie ses propres enquêteurs pour essayer de déterminer si, oui ou non, les accusations
de la part de cette fille ou de la part des membres de sa famille est valide, si cette personne dit la vérité ou pas, si oui ou non il y avait des témoins lors de ce crime. Ils essaient d'établir qui est coupable. Ceci devrait être envoyé tout de suite à la République centrafricaine parce que ce sont des gens qui ne sont pas des militaires, qui ont commis un crime en République centrafricaine. La République centrafricaine n'a pas parlé donc des crimes commis par le personnel non militaire. Ça devrait être le mécanisme d'application de la loi dans la République centrafricaine qui devrait s'occuper de ces crimes, les enquêter et s'assurer que les civils devraient signaler cela à l'ONU à travers le processus de poursuite. Mais ceci n'a pas lieu. Et la République centrafricaine, et la réponse du gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas la volonté de poursuivre en justice ce personnel du maintien de la paix civile. C'est pas clair, ce qui va se passer n'est pas clair. Peut-être qu'il y aura une enquête administrative qui aura lieu de la part de l'ONU pour que l'ONU puisse déterminer s'ils veulent renvoyer ces civils. Ceux qui n'ont pas donc de casier judiciaire, ils n'ont pas d'enquête et la victime, on n'a pas rendu justice pour la victime et ils n'ont pas reçu de compensation ni de soutien. Donc il y a une grande problématique où le personnel civil qui représente qu'un petit pourcentage du personnel du maintien de la paix, ils ne portent pas d'uniforme, ils signalent cela à l'ONU, ils sont responsables de la moitié de ces crimes. Donc l'ONU devrait se mettre à l'écart et le pays où ces crimes a eu lieu n'est pas capable, s'ils ne sont pas capables d'enquêter sur ces crimes, des responsables d'application de la loi au niveau international et un tribunal neutre devrait être mis en place pour que le personnel de l'ONU et ceux qui ne sont pas en uniforme, pour qu'ils ne puissent pas partir sans être poursuivis en justice. Et c'est perturbant de voir que le secrétaire général et l'ONU gèrent leur réaction au niveau public à ce genre de crise. Ils ont l'obligation et la responsabilité qui est remise, pointée vers les pays contributeurs de troupes, alors qu'en fait, eux-mêmes aussi sont responsables, peuvent être reconnus comme responsables, parce que c'est leur propre personnel qui commet ces crimes à des niveaux vraiment incroyables. Cette question, c'est « Désolé d'insister, mais vos réponses ne donnent pas une détermination claire si oui ou non vous êtes sûr que l'abus sexuel en utilisant les animaux a été commis par les soldats français ou le personnel militaire africain. C'est pas possible de répondre à cette question oui ou non. Ce cas, on analyse donc ce cas, on est en train de l'examiner par les gens qui ont un conflit d'intérêts. La réponse informelle, sans voir les preuves que ça a vraiment eu lieu, de prendre cette approche quand vous entendez que des filles ont signalé la chose qui est sûrement la plus horrible et la plus stigmatisée, qui pourrait être le plus humiliant pour une jeune fille, et d'encourager, de dire qu'on a fait une enquête rapide et qu'on n'a pas trouvé de preuves, ça montre que ce que vous essayez de faire, c'est vous essayez de ne pas être responsable, de vous déresponsabiliser, vous essayez de montrer que vous pensez que donc ces 4 personnes sont venues signaler qu'elles avaient été abusées de quelque chose qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Pourquoi est-ce que les enfants aimeraient être dans une position où ils sont stigmatisés par leur communauté et qu'ils sont sujets à ce genre d'abus? C'est pas logique. Donc, ce n'est pas une déterminante, à mon avis. Je pense que il est très clair que quand les Français qui essaient d'enquêter sur les crimes après que eux-mêmes avaient été accusés de ces crimes, leur priorité principale et leur première loyauté sera vers la réputation de la France pour s'assurer que les accusations
sont vues comme une attaque de la part envers le gouvernement français donc je suis pas d'accord avec ça, mais on a bien sûr besoin d'enquêteurs qui peuvent trouver oui ou non une réponse à cette question. La prochaine question dit le gouvernement s'est plaint qu'il n'avait pas un exemplaire officiel du rapport qui a été publié. Cependant, pour qu'il y ait des enquêtes au niveau national, le gouvernement aurait dû être informé de ces accusations et aurait dû donner son avis sur les événements. Comment est-ce que le rapport a été commissionné et partagé? Je pense que vous parlez du cas sur lequel Madame Souka a enquêté, et le gouvernement français a été informé par quelqu'un qui travaille pour le Haut Commissariat des droits de l'homme, et le Haut Commissaire lui-même s'est plaint que c'était d'une manière informelle. Le gouvernement français a envoyé des enquêteurs, c'était en 2015, quand ils ont découvert, il y a un an presque, à travers des moyens informels, ils ont eu un exemplaire du rapport et les personnels de l'UNICEF et le Haut Commissariat des droits de l'homme avaient rédigé après avoir interrogé 6 enfants. Ils les avaient donné tous les détails dont Madame Souka a parlé tout à l'heure, et l'identification avait été claire et ça aurait été suffisamment rapide, à mon avis, et simple pour que les enquêteurs qui voulaient vraiment trouver une solution, ils auraient pu se rendre compte de qui étaient les responsables. Et quand ces enquêteurs ont dit c'est quelque chose de voir le rapport rédigé de la part de l'UNICEF et au commissariat des droits de l'homme, mais c'est autre chose pour que nous, on puisse parler à ces membres du personnel, parce que eux ont interrogé ces enfants personnellement avec les enquêteurs. On doit parler au personnel de l'ONU. Ils ont dit qu'avec le processus légal, et ils veulent refuser que les enquêteurs parlent directement aux membres du personnel de l'UNICEF qui avaient interrogé les enfants, et ça a eu lieu pendant des mois. Les enquêteurs n'avaient pas le droit de parler au personnel de l'ONU parce qu'ils prétendaient que le personnel ne devait pas faire partie de la procédure légale. La prochaine question dit si ce genre de travail, l'enquête de cas d'abus sexuels, est-ce que ce serait le rôle de Jane Hall Lutz de mener ou de réaliser? Qu'est-ce que vous voyez comme rôle le plus important dans la famille de l'ONU? C'est une question qui est claire. Les Nations Unies devraient avoir quelqu'un qui coordonne la réponse, la réaction après les abus sexuels. L'ONU a créé une crise qu'elle a créée elle-même. Elle doit réparer cette crise et s'assurer que tout d'abord, tout le personnel qui travaille dans l'ONU soit formé. C'est pas réaliste ou possible de s'imaginer que l'ONU puisse prendre des hommes de 22 ou 25 ans et leur donner un cours de 2 semaines pour les rendre sensibles à la parité homme-femme. Cette formation doit comprendre et dire aux soldats et au personnel civil, ce sont les règles, ce sont les recommandations. Si vous commettez un crime, voilà comment on va enquêter et qui va enquêter. Voilà ce qui va vous arriver. Vous serez poursuivi en justice et vous aurez un procès, on vous enverra en prison. Et ce sont les règlements, comme les soldats qui ont les règles de couvre-feu, qui doivent rentrer à une certaine heure, ils doivent faire briller leurs chaussures ou porter leurs armes d'une façon ou d'une autre. Et comme les civils, vous avez ces devoirs et ces responsabilités
sécurité, et si vous enfreignez la loi, it has to be turned over to the appropriate authorities. les autorités appropriées doivent s'en charger. Voilà ce que la formation devrait être. On ne devrait pas penser que l'ONU, surtout depuis que le personnel de l'ONU a aussi été responsable de ces crimes, on ne peut pas leur faire un programme de formation rapide qui leur rendrait plus sensibles pour ne pas commettre ce genre de crime. Si ce genre de formation existait vraiment, ce serait obligatoire dans chaque école dans le monde, parce que pour qu'on puisse mettre fin à l'abus sexuel dans le monde entier, mais ce genre de formation n'existe pas. Les Nations Unies devraient dire aux gens, ce sont les règles, ce sont les règlements, vous devez les suivre. Si vous ne le faites pas, voici les conséquences. Et ensuite, ils doivent s'assurer que les conséquences soient réalisées par un panel neutre. Jane Lutt devrait faire un certain nombre de choses. Je pense qu'il devrait y avoir un point de coordination et que les plaintes concernant les abus sexuels devraient être envoyées à l'endroit principal où les bureaux sont. Je pense que la deuxième, c'est la question de rassembler des noms d'experts qui existent effectivement dans différentes parties de l'ONU, et ces personnes devraient être disponibles quand c'est nécessaire pour qu'ils soient déployés dans ce genre de situation. Ce seraient des professionnels dans leur domaine. Il ne devrait pas y avoir besoin d'avoir une formation. Eux auront déjà les compétences professionnelles pour réaliser ces enquêtes et aussi de faire le travail médico-légal qui est nécessaire et s'assurer que les preuves soient préservées. Je pense qu'il y a un besoin de surveillance, de formation, de déploiement, et ça ne devrait pas être concernant ce qu'on doit ou pas faire, mais ça devrait plutôt souligner le fait que ce qui se passe, c'est que c'est un crime et que dans certains cas, ça peut même être considéré un crime international et qu'il y aura des conséquences si vous avez enfreint les droits de quelqu'un de cette manière. Je pense que c'est la question de la minimisation du risque, s'assurer que les prédateurs, surtout les prédateurs sexuels, ne fassent pas partie des forces de maintien de la paix ou dans les personnels de l'ONU. Ces rapports seront gardés, les bases de données doivent être maintenues et quand quelqu'un a commis un crime, il devrait être mis sur une liste pour qu'il ne soit jamais employé de nouveau. Je pense aussi que c'est une obligation aussi de la part de l'ONU de s'assurer que ce n'est pas que concernant des certificats qui ont été signés dans un pays spécifique. Ils doivent s'occuper donc des casques bleus dans leur propre pays et qu'ils puissent trouver les noms de ceux qui ont commis des abus sexuels. Beaucoup des pays ont voulu donc s'en débarrasser, mais ce qui s'est passé souvent, c'est qu'ils refont les mêmes crimes que ce qu'ils ont fait chez eux, dans le pays qui les accueille. Donc pour moi, il y a beaucoup de travail à faire dans la coordination et je pense que ça doit être fait de manière systématique. Il doit y avoir beaucoup de consultations. Je pense que les groupes de société civile qui ont travaillé sur le terrain, en plus des agences qui travaillent avec les victimes aussi, je pense qu'il y a une grande problématique à ce niveau-là. Je n'ai vu aucun signe de qui que ce soit qui ait essayé de s'assurer que les victimes sont représentées dans ce processus. Souvent, ce sont les ONG au niveau local qui n'ont pas les ressources qui sont nécessaires pour aller dans d'autres pays et s'assurer que les droits des victimes sont maintenus. Donc voilà les écarts qu'on voit et on a besoin d'apporter notre attention là-dessus. La meilleure façon de le faire, c'est de s'assurer qu'on maintient les archives qui
pour s'assurer que personne soit employé s'il y a une possibilité qu'ils aient été impliqués dans un crime sexuel dans leur vie passée ou dans leur vie au cours de ce travail. Cette question dit 3 casques bleus sont poursuivis dans la République démocratique du Congo pour des accusations aussi de violation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle et pourquoi la République démocratique du Congo peut les poursuivre en justice et la France ne peut pas faire la même chose? Eh bien, le procès qui a lieu dans la République démocratique du Congo contre les soldats qui ont été responsables de crimes d'abus sexuels va dans la bonne direction, mais ça montre aussi une lacune dans le système. Des soldats d'un pays spécifique sont accusés d'un crime et on les renvoie dans leur pays et ensuite il y a un procès là-bas. Les victimes ne sont pas présentes, les témoins ne sont pas présents. En gros, ces soldats sont poursuivis en justice et ils ne font pas face à les personnes qui les ont accusés. Ils n'ont pas non plus les avantages, s'ils sont innocents, d'avoir la représentation des deux côtés. Il n'y a pas les témoins et les responsables. Un juge pourrait déterminer si, oui ou non, d'après les preuves, est-ce que le soldat est coupable ou pas. Des milliers de kilomètres de là où le crime a eu lieu, ils sont devant un juge, ils analysent des preuves qui ont été rassemblées par des personnes qui ne sont pas des enquêteurs expérimentés, qui n'ont pas d'expertise, et même on ne s'est pas assuré qu'ils étaient en prison, même les responsables d'application de la loi n'ont pas été impliqués et les victimes et les témoins ne sont pas là au procès. Donc bien sûr c'est un signe d'une volonté politique que la RDC essaie de donc poursuivre en justice ces personnes, mais ça montre aussi que ce procès montre qu'il y a de grandes lacunes dans le processus. Et ce processus pourra avoir lieu si les Français poursuivent les personnes qui ont été accusées. Les procès auront lieu encore une fois en France et les victimes de ces crimes et les témoins et les preuves, etc., ne seront pas semblables à un procès normal qui aura lieu en France contre quelqu'un qui est accusé d'abus sexuels dans ce pays. Ça aura lieu à des dizaines de milliers de kilomètres de l'endroit où le crime a eu lieu et il n'y a pas de possibilité que la justice et qu'il y ait vraiment un processus en place si les procès ont lieu tellement loin de l'endroit et des lieux du crime. Ce que ça exige, c'est un changement. Si la justice doit être rendue, ça devrait avoir lieu dans le pays où l'infraction a eu lieu. Et je pense que l'ONU pourrait, s'ils sont sérieux par rapport à ça, ils pourraient mettre dans un accord ou une clause que n'importe quel procès devrait avoir lieu dans le pays où le crime a eu lieu, pour que les victimes et les témoins et leurs représentants puissent être là. Et une fois que c'est donné aux pays contributeurs de troupes, c'est la dernière fois que la victime entendront parler de cela. Pour beaucoup d'entre eux, c'est encore une poursuite sans issue et il n'y a jamais de résultat. Quand on regarde le cas français où, avec les enquêteurs, les victimes n'étaient même pas informées de ce que le gouvernement français était en train de faire. Et même aujourd'hui, la justice a été reniée. Ils n'ont pas reçu justice. Ça, c'est une grande problématique pour l'ONU.
Et je crois que beaucoup de pays qui ont donc des casques bleus, il y a ces questions des enfants qui sont nés de rapports sexuels entre les casques bleus et les femmes locales. Et bien sûr, l'ONU a dû penser à cette question de paternité. Et je crois que c'était donc une manière de gérer cette problématique, je serais d'accord, mais je me demande si l'ONU a la capacité de gérer le fait d'avoir des échantillons d'ADN. Et ce serait utile si les échantillons ADN soient récoltés avant d'arriver dans le pays pour que s'il y a un examen de paternité, on pourrait essayer de voir si l'ADN correspond à celui de l'enfant qui est né. Je pense que c'est une bonne idée, que ça pourrait marcher, on devrait le faire, mais vu le cauchemar administratif qui a lieu, je suis un peu inquiète par rapport à ça. Mais je pense que d'essayer de découvrir la paternité et de s'assurer que le casque bleu est responsable de la maintenance de l'enfant, de l'entretien de l'enfant, est vraiment quelque chose d'important. J'aimerais dire que je suis d'accord que c'est peut-être un cauchemar bureaucratique au départ, mais la meilleure façon de gérer ce problème, c'est, une fois de plus, de mettre les Nations Unies, le secrétariat des Nations Unies, comme un rôle de modèle. On devrait dire, faites comme je fais, faites pas que ce que je dis, faites ce que je fais. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège de travailler pour les Nations Unies. Si vous êtes un civil sans uniforme qui veut avoir un travail à l'ONU, vous avez un test médical, vous devez vous assurer que vous avez donc ce test, un examen médical pour voir si vous avez la tuberculose, si oui ou non vous êtes assez en forme pour voyager dans le monde entier, et que vous puissiez donc réaliser ce travail en tant que un fonctionnaire de l'ONU. Quand vous faites ce test médical, pour ceux qui veulent travailler pour l'ONU, qui ont le privilège de travailler pour l'ONU, si on leur a exigé des échantillons d'ADN, donc dans les 50% des abus sexuels et de paternité qu'on va découvrir pour les personnes qui ont été accusés, le personnel civil qui a été accusé, les Nations Unies auraient ça dans ses archives où ils gardent les rapports sur quand ils ont eu leur dernier examen médical, et si votre test VIH était positif ou négatif, vous aurez un échantillon en plus, un échantillon ADN qui aussi montrera si ils ont été accusés d'abus sexuels dans le pays où ils ont travaillé en tant que casque bleu, et l'ADN de la victime ou du bébé pour être vérifié et comparé avec l'ADN du personnel du casque bleu de l'ONU. Et l'ONU ensuite ne serait pas simplement en train de montrer aux pays contributeurs de paix qu'ils devraient faire un meilleur travail avec la collection, la récolte, le fait de rassembler les échantillons. Il montrerait aussi qu'ils devraient s'assurer que dans les cas, leur personnel serait trouvé à travers leur ADN, et que les pays contributeurs devraient faire la même chose. Vous savez, dans le cas de la République centrafricaine, bien sûr, c'est toujours dans une période de conflit. Et si vous regardez dans le rapport du secrétaire général, le dernier rapport qu'il a montré à l'Assemblée générale cette année, il a parlé donc de la zone de conflit. La période de conflit continue dans la République centrafricaine, et la violence sexuelle était l'une des manières dont les violations ont été créées dans ce pays. Donc je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais je pense que
la problématique d'abus sexuels arrive, se passe dans presque tous les pays où il y a des missions de maintien de la paix. Et je ne sais pas si ça arrive au même niveau, mais pour moi c'est une grande problématique. Est-ce qu'on sait en fait ce qui se passe exactement? Et est-ce qu'on n'a pas besoin d'une demande au niveau de l'ONU qu'on a suggéré avant? Souvenez-vous que le mandat du panel était assez limité. On devait examiner ce cas des 6 enfants. On était toujours conscient du fait et à tout moment que l'étendue des abus est tellement plus courant et tellement plus grave et complexe. Après les chiffres qu'on a vus aussi dans le rapport du secrétaire général, le fait que les chiffres ont augmenté depuis 2014, presque 55% aussi ont impliqué des civils. Ceci suggère qu'il y a vraiment un besoin d'essayer d'avoir les bons chiffres. Bien sûr, un conflit continu facilite des violences sexuelles qui ont lieu, mais d'autre part, l'impunité et l'échec de la part de l'ONU et des États membres d'adresser cette question veut dire que les abus sexuels continuent. Et c'est ça la question. Qu'est-ce que la communauté internationale fait par rapport au fait qu'on a vraiment besoin de poursuivre ces individus en justice? Si vous voyez les poursuites qui ont lieu, elles sont vraiment minimes. Si vous voyez ça en relation avec le nombre de cas qui existent, je crois que c'est vraiment là la problématique. Je suis tout à fait d'accord. Le problème d'abus et d'exploitation sexuelle qui est vraiment mal défini par l'ONU. Personne ne sait vraiment ce qui est permis ou pas. Mais bon, on ne sait pas comment ils appellent ça. Mais ils disent qu'ils ont 0 tolérance pour les abus et l'exploitation sexuelle. Ces problèmes existent depuis des années avant ce conflit en République centrafricaine. Le fait que ce qui s'est passé en République centrafricaine avec le cas des 6 garçons qui ont été examinés par le panel, qui ont été exploités donc sur la scène internationale, le fait que le responsable était français et que la France est un membre du membre du Conseil de sécurité, et ce sont des soldats occidentaux qui sont accusés d'avoir attaqué des enfants et des femmes africaines. Ceci au niveau international, et les journalistes internationaux sont allés en Afrique, ils ont fait leur travail, qu'ils ont fait depuis des années et des années dans d'autres opérations de maintien de la paix, même si c'est assez difficile d'exposer ces cas. Presque tous les cas qui ont été exposés publiquement ont été découverts ou propagés par les journalistes. La campagne Code Bleu avait révélé ceci donc avec les 6 garçons, et donc ce qui fait que le panel de Mme Souka avait été créé. Ce qu'on sait par contre, c'est que le secrétaire général autrefois avait désigné des équipes d'experts pour aller dans les autres pays où il y avait des exploitations et les abus sexuels avaient lieu à un niveau critique. Et ils ont dit au secrétaire général qu'ils ont découvert que le moral du personnel et des personnes qui font partie des missions est vraiment bas. Personne ne veut venir de l'avant et parler de ces cas. Ils veulent, même s'ils ils pensaient que certains collègues avaient commis ces crimes, ils n'osaient pas en parler. C'est dans la République démocratique du Congo, par exemple, en Sierra Leone. Il y a beaucoup de cas donc dans le monde entier, dans toutes les missions de maintien de la paix. Le secrétaire général savait depuis des années que c'est une crise grave et qu'ils ne savent même pas, ils connaissent même pas une fraction du niveau d'impunité qu'il y a dans ces missions de maintien de la paix. Mais maintenant, avec la République centrafricaine, puisque tout le monde maintenant observe ce pays, il me semble que un pays où il y a vraiment un problème unique, bon, ce n'est pas le cas,
Si on regarde assez, si on regarde suffisamment, on verra qu'il y a des cas d'abus sexuels qui ont lieu dans le monde entier et que les victimes ne se sentent pas, ils pensent qu'il n'y a pas de raison d'aller de l'avant parce qu'ils n'auront pas, leur justice ne sera pas rendue, et les gens qui font partie des missions pensent que ils vont perdre leur travail et que parce que ça a été déterminé comme un échec institutionnel aussi. Donc ce n'est pas qu'un problème en République centrafricaine, c'est dans toutes les missions de maintien de la paix dans le monde entier. Je crois que ce qu'on a parlé d'abord, c'était le besoin de l'ONU et des États membres de ne pas traiter ça comme un problème disciplinaire uniquement, mais de reconnaître que la violence sexuelle est un crime et que dans certains cas, ça dépend du contexte, ça pourrait être un crime international. Il y a vraiment un besoin d'une structure indépendante où des experts seront amenés à soutenir une structure indépendante. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est que les experts dont Paula a parlé, en termes de ceux qui ont l'expertise, pour interroger les victimes, pour s'assurer que les preuves sont rassemblées, que le travail médico-légal, les examens sont rassemblés, c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Aussi dans le cas de la République centrafricaine, ce qui s'est passé ces dernières semaines, étant donné ce qui s'est passé, on a vu des allégations concernant la bestialité. On devrait vraiment enquêter là-dessus correctement. Ce n'est pas l'ONU qui doit trouver une équipe dans leur organisation. On doit trouver une équipe d'experts qui peuvent y aller et avoir un examen et une enquête globale qui peut découvrir ce qui se passe et pourquoi il y a tellement de cas, c'est ça la problématique la plus importante. Et troisièmement aussi, l'ONU doit aussi examiner ses propres politiques et ses accords avec les États membres et les pays contributeurs de troupes. Ils doivent s'assurer que les enquêtes aient lieu d'une manière où les enquêtes qui ne sont pas réalisées par ceux qui ont le plus d'intérêt de voir que les preuves sont retenues. Les conflits d'intérêts, bien sûr. Aussi, on doit s'assurer que l'ONU ait en place des mécanismes pour s'assurer que les droits des victimes soient protégés, qu'elles ne soient pas traumatisées quand elles doivent faire face aux soldats ou aux responsables ou aux civils qui est responsable. On devrait mettre en place un système pour que les avocats et qu'une assistance légale soit fournie dans ces pays où les systèmes existants de justice ne fonctionnent pas, qu'il y ait donc d'autres mécanismes en place pour s'assurer la responsabilisation de ces personnes responsables des crimes. Les avocats aussi doivent protéger les victimes. C'est une situation grave et donc la question de réparation dans des cas où les pays eux-mêmes ne peuvent pas le faire, je pense que c'est vraiment une grande problématique. Aussi, la question ne peut pas être traitée d'une manière pacifique. Si on regarde le rapport du secrétaire général, même s'il y a eu des abus sexuels ces 30 ou 40 dernières années, il n'y a pas de politique et de mesures. Il est temps de commencer à vraiment prendre des mesures. On ne peut pas, on doit penser à ce qu'on fait maintenant et pas à l'avenir. On doit éviter l'échec institutionnel qu'on a trouvé. On doit traiter ça comme avec la considération nécessaire et ça exige que les États membres et l'ONU viennent participer. Et avec les pays contributeurs de troupes ou les pays qui contribuent des fonds,
finalement, la protection des civils devrait être ce qui vous guide au centre de ce que l'ONU et les États membres essaient de réaliser. Sans ça, on ne va pas réussir dans le genre d'horreur qu'on observe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame Souka a dit de manière si éloquente. Toutes ces mesures doivent être mises en place immédiatement. Et je voudrais juste souligner que la campagne Code Blue est déterminée de dire qu'au niveau de responsabilité, le plus haut niveau de responsabilité qui est responsable dans les solutions ou d'essayer de savoir d'où viennent les problèmes et doivent les résoudre immédiatement, ce n'est pas le secrétaire général de l'ONU qui doit s'en charger. C'est là qu'il y a un conflit d'intérêts. Quand le secrétaire général, qui est responsable de mener les opérations de maintien de paix, est aussi chargé, il doit être la personne responsable des recommandations et des critiques de la part du panel et doit déterminer si oui ou non il va répondre à ces recommandations et si oui à quel niveau. Quand il utilise donc les gens qui ont mal géré cette crise depuis des dizaines d'années. Maintenant, ils doivent le résoudre sans avoir de protocole, sans avoir il y a vraiment un réel problème où le secrétaire général a un système ONU qui donc soumet des rapports où il a des experts aussi qui lui remettent des rapports. Ils doivent identifier donc les problèmes, les résoudre. Et il doit aussi désigner des membres du personnel qui vont dans les missions de maintien de la paix et mettre en œuvre les solutions. Le secrétaire général ne peut pas tout faire pour tout le monde. Lui et son personnel doivent continuer à protéger et à soutenir la population civile vulnérable dans les opérations de maintien de la paix et tout ce processus doit être surveillé 24 heures sur 24 en temps réel, pour que les experts qui travaillent donc pour le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale et le travail du secrétaire général et son personnel, c'est là que la surveillance doit être mise en place. Ils doivent voir ce qui se passe en temps réel et ils doivent aussi envoyer leurs résultats à l'Assemblée générale. Et ceux qui sont victimes de violences sexuelles, ils doivent gérer aussi donc ces victimes d'abus sexuels. Aussi, dans l'application de la loi, ce sont des hauts responsables qui devraient surveiller ce qui se passe à partir du moment que quelqu'un rentre dans un commissariat ou parle à un membre de l'ONU qui dit que j'ai été abusé sexuellement par quelqu'un qui travaille dans le système de l'ONU. Il n'y a pas de système qui va directement au secrétaire général, mais aux États membres doivent faire vraiment attention et doivent surveiller chaque étape et chaque démarche de la part de l'ONU pour éviter d'intervenir dans des crimes où ils ne doivent pas participer. Et les États membres doivent s'assurer de savoir où les problèmes sont et comment ils peuvent régler les problèmes pour qu'il n'y ait pas ce niveau, cette couche entre les crises et les solutions. Les hauts responsables et le secrétaire général, etc., décident eux-mêmes comment est-ce qu'on va, quelle proportion du problème on va déclarer en public, comment est-ce qu'on va réagir, est-ce qu'on va garder les informations avant de les diffuser, est-ce que ce serait grave qu'on donne les vrais chiffres, quels gouvernements ont répondu à notre demande d'enquêteurs, lesquels n'ont pas répondu. Rien de tout ça devrait être enquêté par un groupe interne de secrétaire général et du personnel
ça devrait être surveillé en temps réel et ça devrait être communiqué aux États membres ou lorsqu'il y a ces crises. Et c'est là qu'on arrivera la racine du problème et on verra où sont les lacunes dans les problématiques institutionnelles qui veulent dire que cette crise continue. Une fois qu'on aura ça en place, ce sera, je pense, une évaluation rapide de quel est le problème dans le système, du début à la fin, dans le monde entier, dans toutes les missions de maintien de la paix, dans le panel d'experts. Voilà ce qu'on doit résoudre. Et ensuite, on peut parler donc d'un nouveau secrétaire général qui va être désigné après le mandat de Ban Ki-moon. Et on espère que ce sera une femme. Et les États membres devraient interroger et demander aux candidats quel est votre plan, comment est-ce que vous pensez résoudre cette crise qui a été commise par l'ONU et comment vous allez gérer ça avec les pays dans le monde? Quelles sont les mesures que vous pensez qui devraient être mises en place? Et le nouveau secrétaire général, comment est-ce qu'il va gérer les choses différemment par rapport à comment elles ont été gérées ces dernières décennies? Thank you. Je vous remercie.